Demi politique de France Info, votre rendez-vous politique chaque matin. Bienvenue à tous. Yannick Halimi du Parisien Bonjour. avec nous, bonjour. Et notre invité Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie et des finances, vous avez les clés de Bercy depuis le mois de mai. On parlera évidemment des économies que votre ministère et votre gouvernement doit mettre en place pour boucler le budget de cette année. Une actualité très chaude ce matin qui vous concerne directement, celle des salariés de l'usine GMS à la Souterraine dans la Creuse. Le patron de GMD, le repreneur, le candidat le plus sérieux, se rendra demain sur les lieux auprès des salariés. Ce sont nos confrères de France Bleu Creuse qui l'annoncent. Il va leur annoncer qu'il va racheter les murs de l'usine à hauteur d'1 million d'euros. C'est une étape importante. Oui, c'est une étape importante dans un dossier qui a connu beaucoup d'autres étapes. Et moi, je pense d'abord à tous ces salariés qui, depuis des mois, ne savent pas de quoi le lendemain va être fait. Et qui attendent qu'une chose, c'est que l'activité redémarre sur le site industriel de GMS, un site d'emboutissage dans la Creuse. Alors justement, en parlant d'activité, écoutez ce que dit Alain Martineau, qui est le PDG de GMD. Tout a l'air de commencer à se débloquer, donc si la mécanique en route ne se grippe pas, normalement j'aurais tout réglé, les engagements des uns et des autres, et donc je pourrais me rendre jeudi matin à la Souterraine pour expliquer aux salariés notre projet de reprise. Je vais leur dire qu'il faut me voir comme le sauveur de 120 personnes et non pas comme le licencieur de 150. Est-ce qu'il a raison de dire ça ? Je crois que c'est une très bonne chose qu'il ait à la rencontre des salariés. Et il a raison de dire que oui, l'essentiel, c'est que l'activité industrielle se poursuive dans le département de la Creuse, sur le site de la Souterraine. Je rappelle que c'est le premier site d'emploi privé sur le département de la Creuse, que c'est un site industriel et derrière, il y a toute la question de la désindustrialisation dans les territoires reculés qui est posée. Et c'est pour ça que l'État s'est mobilisé comme sans doute jamais pour sortir le site des difficultés et apporter des réponses. Il s'est mobilisé pour convaincre Peugeot, Renault, dont je salue d'ailleurs est rentré dans les clous. Oui, on se souvient du bras de fer. Ils ont fait, bien sûr. Il y a eu un bras de fer, il y a eu des discussions difficiles, mais moi je rends hommage aussi bien à Carlos Ghosn qu'à Carlos Tavares, parce que les deux présidents de Renault et de Peugeot ont accepté de jouer le jeu, ont accepté d'investir dans l'entreprise pour qu'elle ait un avenir. Les salariés ont joué le jeu. Moi je suis allé à leur rencontre sur le site. Et vous avez très dit touché par personne leur ne réaction. restera Personne de côté. ne restera sur. Aujourd'hui, qu'est-ce que sur vous le dites bord aux du 140 chemin. salariés qui, eux, ne seront pas repris dans ce projet ? Je leur dis à tous les salariés de GMS, regardez avec attention la proposition de M. Martineau du groupe GMD. Regardez-la positivement, parce que c'est aujourd'hui une offre crédible de reprise et de maintien de l'activité industrielle sur le site de la Souterraine. Je dis à tous les salariés qui sont inquiets pour leurs camarades, et je partage leur inquiétude, ils se disent mais ceux qui ne vont pas être gardés, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Je leur dis que l'État fera pour eux ce qu'il a fait pour le site industriel lui-même, c'est-à-dire que nous accompagnerons chacun. Ça veut dire pousser les Pôle emploi, constructeurs à travers Pôle emploi. On regardera la faire des situation de chaque salarié qui ne sera pas gardé sur le site. On regarde quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous avez fait depuis 10 ans Le ou 11, 15 ans, c'est Pôle emploi. qu'est-ce que nous souhaitons faire. C'est tous les services de l'État, c'est pas que Pôle emploi. Moi, je m'engage pour chaque salarié, parce que je comprends qu'un salarié qui, depuis 25 ou 30 ans, travaille à la Souterraine, qui est ouvrier spécialisé, qui a une compétence, et à qui on dit c'est fini, ben c'est dur. C'est très dur. Donc je veux lui dire, nous vous tendrons la main, l'État ne vous abandonnera pas et il y aura une solution pour chacun. Bruno Le Maire, il y a de multiples dossiers industriels là, qui arrivent sur vos bureaux. Le dernier en date, c'est donc les chantiers navals. Apparemment, l'accord qui semblait être mis sur le métier avec Fincantieri bat de l'aile. Où en êtes-vous, vous, de votre réflexion ? Est-ce que vous pensez que vous allez faire plier Fincantieri dans le partage du pouvoir du capital ? En clair, ou pas ? vous avez Mais proposé un vous savez, 50-50 à l'Italie qui, pour exactement. l'instant, n'est pas Mais d'accord. l'idée, c'est pas de faire plier qui que ce soit. C'est toujours la même question. Qu'est-ce que nous voulons comme industrie demain pour la France ? Moi, je considère que l'industrie, c'est vital pour notre pays. Qu'un pays puissant, c'est un pays qui a une industrie puissante, innovante, tournée vers l'avenir. Les chantiers STX, c'est un fleuron de l'industrie nationale. Donc nous n'acceptons pas que des investisseurs étrangers, quels qu'ils soient, même des amis italiens... Qui sont venus sauver le groupe. L'État français n'est pas venu à la rescousse du groupe. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir maintenir un contrôle à 50-50, d'égal à égal, avec nos amis italiens, sur l'avenir de ces chantiers, sur l'emploi,
sur le développement du territoire, sur le développement des apparemment, compétences. les Italiens ne Les veulent Italiens pas. disent non. S'ils ne veulent pas, que devient l'accord et que devient le groupe? Notre proposition est toujours sur la table. Elle tient jusqu'à jeudi. Je ne vais pas rentrer Vous avez dans d'autres le détail atouts des à délais sortir techniques. Mais si nos amis italiens, qui sont les bienvenus, le groupe Fincantieri est le bienvenu pour investir sur ce site, mais d'égal à égal avec le partenaire français. Si nos amis italiens persistent à dire mais non. d'égal à égal, monsieur le maire, c'était pas du tout l'accord signé en mai par Fincantieri. Donc on peut comprendre quand même leur réticence, voire leur refus à entrer dans votre vision à vous. C'est l'accord négocié par le précédent gouvernement qui ne nous satisfait pas. Ah bah voilà. Parce qu'il ne maintient pas la possibilité pour les actionnaires français de garder la main sur l'emploi, sur les compétences, sur le développement du territoire. Donc le président de la République l'a dit très clairement quand il est venu sur les chantiers de Saint-Nazaire, cet accord ne nous satisfait pas, il faut un nouveau pacte d'actionnaires. Pourquoi ne pas avoir acheté les 2 tiers de parts qui étaient à un prix défiant la concurrence en mai dernier? Nous avons fait une proposition qui, je crois, est honnête à nos amis italiens, j'insiste, à nos amis italiens. 50-50. 50 pour Fincantieri, l'industriel italien, 50 ensuite pour la partie française. Les Italiens ont jusqu'à jeudi pour se décider sur le sujet. J'ai eu l'occasion d'en parler encore hier avec mon homologue italien, le ministre des Finances italien. Si jamais nos amis italiens disaient écoutez, cette proposition ne nous va pas, 50-50, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites ? L'État français exercera son droit de préemption sur STX pour que nous puissions réouvrir le dossier. Avec les Coréens, avec l'ancien actionnaire. Non, l'État français exercera son droit de préemption Ça veut dire que la vous société rachetez STX. les parts nous qui permettent à la France d'être majoritaire. Nous rachetons les parts, nous sommes majoritaires et nous nous redonnons du temps pour renégocier un nouveau pacte d'actionnaires, mais dans des conditions très sereines. Ça veut dire quelle somme, Bruno Le Maire ? C'est des sommes qui sont très limitées, je vous rassure, mais l'État exercera son droit plus de des préemption. 80 millions Une petite d'euros. échelle, c'est quoi une somme limitée ? On est plus dans l'échelle des dizaines de millions d'euros que dans l'échelle des milliards d'euros, pour être très clair. L'État, si jamais nos amis italiens refusent la proposition honnête qui leur est faite de travailler main dans la main, d'égal à égal, 50-50, sur le chantier de Saint-Nazaire STX, si nos amis italiens refusent, l'État exercera son droit de préemption. Sur une somme qui avoisine les 100 millions d'euros ? Sur une somme qui est de quelques dizaines de millions d'euros. Ce n'est pas la somme qui compte. Ce qui compte, c'est l'avenir du site industriel. Nous ne voulons prendre, avec le président de la République, aucun risque sur l'avenir de l'emploi, sur l'avenir des compétences, sur l'avenir des territoires, dans un site industriel aussi stratégique que les chantiers de Saint-Nazaire. Parce que ce sont des activités stratégiques. Nous refusons de laisser une majorité à un investisseur étranger. D'autres dossiers à voir avec vous. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, juste après l'info à 8h40. C'est Léo Chapuis. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est l'invité de l'émission politique de France Info. Vous l'entendiez dans ce point sur l'actualité du jour. La situation de Tim également occupe le front social. 500 emplois menacés, une liquidation judiciaire en jeu. Même discours que pour les GMS, l'État fera tout, personne ne sera laissé de côté. Et un actionnaire étranger, là aussi, avec un Bulgare ? C'est notre conception, c'est un repreneur étranger, mais on n'est pas sur le même type d'activité. Je le redis, STX est une activité absolument stratégique pour l'industrie française. Là, on est sur des cabines de tracteurs qui travaillent pour le BTP. Il y a près de 500 emplois qui sont en jeu. Donc même si Tim n'a peut-être pas fait la une de tous les journaux comme GMS, nous sommes mobilisés autant avec les services de l'État, notamment avec le secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Et avec quelle solution ? Pour trouver une solution. Avec la région également, monsieur le maire. Avec la région, bien sûr. Xavier Bertrand a fait un travail formidable pour aider à trouver une solution. Mais l'État, je le redis, a mis sur la table 2 millions d'euros d'avance remboursable pour permettre d'offrir un avenir au site. Et donc là, l'offre ferme a été déposée cette nuit. Donc nous avons une offre de reprise qui nous semble solide. Le tribunal va trancher et j'ai bon espoir que cette offre ferme et la décision du tribunal permettra d'ouvrir... Combien de salariés, combien d'emplois seront sauvés ? Plus de 400. Il y a moins d'emplois qui sont menacés que sur le site de la souterraine. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme philosophie sur l'industrie en France ? Nous nous battrons pour l'emploi industriel et nous voulons à la fois tendre la main à tous les salariés qui sont dans des activités traditionnelles comme Tim, comme GMS, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et pour que ces activités traditionnelles continuent à avoir un avenir. Et dans le même temps, nous voulons innover, investir pour avoir une industrie de matières grises qui est sans doute l'avenir de l'industrie en France. On peut faire les deux à la fois. C'est pas parce qu'on fait tout pour développer l'innovation, l'investissement en industrie de pointe qu'il faut laisser tomber les salariés de GMS
ou les salariés de Team. On va changer de sujet, Bruno Le Maire. Je ne sais pas si les cris qui ont résonné à l'Assemblée hier sont parvenus jusqu'à vos fenêtres du côté de très feutré, de l'Assemblée Bercy. nationale, vous savez. Donc, ça l'était beaucoup moins Bercy hier est très loin, et depuis le début de la très mal. semaine avec des débats animés sur ce projet de loi sur la restauration de la confiance dans la vie publique. Un point qui vous concerne directement, le verrou de Bercy. Il a été question d'une suppression. Finalement, ce n'est pas le cas. On va expliquer à nos auditeurs. C'est assez technique cette question du verrou de Bercy, mais en clair, c'est le monopole pour l'administration fiscale et donc pour le ministre qui est à les clés de Bercy, c'est-à-dire vous, sur toute poursuite judiciaire pour des questions de fraude fiscale. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal de maintenir ce verrou ? J'ai entendu à plusieurs reprises, j'étais hier au Sénat, cette notion de verrou de Bercy. D'abord, je voudrais dire que Bercy, c'est pas un verrou. Bercy, c'est une porte ouverte. Et je voudrais montrer dans les mois qui viennent que tout le monde est le bienvenu à Bercy. C'est la porte ouverte à la fraude fiscale ? Non, que Bercy est un ministère ouvert à la société française, ouvert aux entrepreneurs, ouvert aux industriels, ouvert aux députés, aux sénateurs. On est un peu loin de la question. Pas seulement aux chiffres. Non, mais parce que je n'arrête pas depuis que je suis ministre de l'économie et des finances d'entendre dire Bercy, c'est le mur, c'est le bunker, c'est le verrou. Non, revenons à cette c'est le lieu de l'économie plus précise française, donc ça doit être de Bercy, très ouvert. Le Maire. Ensuite, dès qu'il y a fraude fiscale, il doit y avoir effectivement des poursuites. La fraude fiscale, elle doit être condamnée avec la plus grande sévérité. Alors pourquoi ne pas laisser la justice agir et laisser ce monopole à l'administration ? Plus nous demandons plutôt que le des compromis, efforts, la négociation, le marchandage. je vous donne le principe sur lequel je me fonde dans mon action publique. Plus nous demanderons des efforts aux Français pour réduire la dépense publique, plus nous serons exigeants et ferme en matière de contrôle fiscal. Voilà le principe oui, mais justement, que je fixerai. le verrou de Bercy semble plus conciliant vis-à-vis des contrevenants à la loi fiscale qu'un tribunal digne de ce nom. Il n'y a aucune conciliation de la part de Bercy en matière de fraude fiscale. Et je rappelle qu'au niveau national, comme au niveau international et au niveau du G20, nous ne cessons de prendre des initiatives pour lutter contre la fraude fiscale. Encore une fois, pourquoi alors ne pas faire sauter ce verrou ? Laissez les discussions se poursuivre à l'Assemblée nationale. Elle continue. Une mesure annoncée le week-end dernier, c'était samedi, cette baisse de 5 € par mois à partir d'octobre pour les bénéficiaires des APL. Un coup de rabot dénoncé notamment dans les couloirs de l'Assemblée. Écoutez votre ancien collègue chez les Républicains, Claude Goasguen. Macron dirige à coup de Bercy. Ce qui vient de se passer sur l'APL est classique. Vous savez, à Bercy, on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'un soldat ou un plombier, on coupe. À Bercy, on coupe, c'est vous le bûcheron ? Ah non mais ils sont formidables, vous savez. Ils sont formidables tous. Ah, vous étiez à leur place il y a pas si longtemps. Non mais tant de mauvaise foi sur tous les bancs de l'opposition, de droite comme de gauche, moi ça me stupéfie. La mauvaise foi de ceux qui étaient au gouvernement il y a quelques semaines et qui ont eux-mêmes envoyé un projet de budget dans lequel il y avait cette baisse des APL. Puis au dernier moment, ils ont reculé, ils ont mis ça, la poussière sous le tapis, pour surtout que ça ne se voit pas. Quel courage ! Quel courage ! Et de la part de M. Goasguen et d'autres sur les bancs de cette Assemblée, à droite de l'Assemblée, qui n'arrêtent pas de dire depuis des mois, il faut baisser de 100, 110, 120, 130 milliards la dépense publique. Mais il y a d'autres méthodes, Bruno Le Maire, il y a d'autres mesures. La moindre dépense publique, la moindre coupe dans les dépenses publiques, le moindre acte de courage, 5 € pour tout le monde de façon indifférenciée pour tous les bénéficiaires de la Ce sont des cris d'orfraie. Vous politisez cette disposition. C'est une question éminemment politique. Mais elle est aussi sociale et d'équité Elle est éminemment fiscale. politique. Laissez-moi d'abord terminer sur le sujet des cris d'orfraie qui sont poussés par les uns et par les autres. Soit on veut baisser la dépense publique dans notre pays parce qu'on estime que c'est l'intérêt général. Et c'est ce que je crois. Nous avons aujourd'hui le niveau de dépense publique le plus élevé de tous les pays européens. Et de l'autre côté, nous avons l'un des niveaux de chômage les plus élevés et l'un des niveaux de croissance les plus faibles. Il y a quelque chose qui cloche. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre pour économiser 100 millions d'euros sur 4,5 milliards de déficit supplémentaire ? Qui plaident pour la baisse de la dépense publique à faire preuve d'un peu plus d'honnêteté. Et aux bénéficiaires des APL, vous leur dites quoi ? Et lorsque nous avons le courage de baisser un certain nombre de dépenses, de dire ben oui, il faut bien assumer qu'à un moment donné, il faut couper les dépenses quelque part. S'agissant des APL, nous reprenons la décision du précédent gouvernement et nous avons le courage de l'assumer. Et je revendique. Donc le précédent gouvernement avait du courage. Je revendique ce courage. Mais c'est pas très honnête, c'est pas très courageux de mettre une décision noir sur blanc dans un projet de budget et au bout du compte de ne pas l'assumer. Nous l'assumons, c'est 100 millions d'euros d'économie. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur pour les populations qui vont être touchées. Non, mais c'est injuste surtout. Ça touche encore une fois de façon identique et semblable tous les bénéficiaires, quel que soit leur revenu et leur patrimoine. Ce qui est inefficace, je vais vous dire,
c'est de claquer 17 milliards d'euros pour les aides au logement qui vont systématiquement augmenter le prix des loyers au bénéfice des propriétaires. C'est ça qui est fondamentalement injuste. Pourquoi ne pas avoir fait la grande réforme d'un seul coup ? Parce que Rome ne s'est pas créée en un jour et que la transformation des aides au logement qui représente 17 milliards d'euros ne se fera pas en un instant. Jacques Mézard, le ministre du Logement, l'a indiqué. Nous ferons cette transformation Quel sera le principe de cette réforme? Est-ce que ce sera la condition de ressources? C'est d'avoir une dépense plus efficace. Et c'est de comprendre, si on prend un tout petit peu de distance par rapport au sujet et au fonctionnement de l'économie globale dont je suis responsable, que lorsqu'on subventionne les prix, vous avez des prix qui sont très élevés au détriment du consommateur. Ça vaut pour le logement, ça vaut pour les aides agricoles, ça vaut pour beaucoup de sujets. Il faut que la France arrête d'avoir un modèle économique dans lequel les prix sont systématiquement subventionnés. Parce qu'on croit que la subvention, c'est bien, mais ça renchérit le coût pour les consommateurs. Et l'étudiant qui aujourd'hui il va prendre un logement, qu'est-ce qu'il lui dit le propriétaire? Il lui dit écoutez, moi je vous louerais bien mon logement 300 ou 350 euros, mais je sais que vous touchez 200 ou 250 euros d'APL. Donc vous allez payer votre logement 600 euros. Vous trouvez ça efficace? Tout le monde est perdant là-dedans. La dépense publique est perdante, le budget de l'État est perdant et surtout l'étudiant qui cherche son logement, c'est le premier perdant, c'est le premier qui se fait avoir. Eh bien nous, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous avons la détermination de transformer cela pour avoir des prix justes. Le rendez-vous est fixé a priori à l'automne pour cette grande réforme du logement. Merci Bruno Le Maire, ministre des Finances et de l'Économie, invité de France Info.